Le SMS brillait sur l'écran de mon téléphone comme une enseigne au néon annonçant la fin de mon mariage. J'ai dépensé l'argent de la maison pour la cuisine de maman. Elle en avait plus besoin que nous d'une maison en ce moment. Tu comprendras un jour, quand tu seras une vraie mère. Je fixais ces mots, assise dans le bureau de mon avocate spécialisée en divorce, les papiers déjà signés et notariés devant moi. Michel leva les yeux de son bureau, les sourcils haussés. « Eh bien, ça a été plus rapide que ce que nous avions anticipé, » dit-elle en glissant les documents dans une enveloppe Kraft. Je me préparais à ce moment précis depuis 6 mois, regardant mon mari, David, se plier aux volontés de sa mère comme une marionnette. La seule surprise, c'était de voir à quel point il était prévisible. Je pris mon stylo et répondis calmement à son SMS avec seulement 2 mots. « Je sais. » Avant de continuer l'histoire, merci de vous abonner. Je dois atteindre les 1000 abonnés pour pouvoir vous apporter chaque jour des histoires comme celle-ci. Pour vous, ce n'est qu'un clic, mais pour moi, cela signifie énormément. Laissez-moi vous ramener 8 ans en arrière, là où tout ce gâchis a commencé. J'étais Sarah Coleman, âgée de 26 ans et en bonne voie pour devenir associée chez Morrison Financial Advisory. J'avais tout planifié. Conseillère principale à 30 ans, mon propre portefeuille hors de clients valant des millions, peut-être même ouvrir mon propre cabinet à 35 ans. Puis j'ai rencontré David Richardson à un événement de réseautage et il m'a complètement séduite avec son charme et ses grands projets pour révolutionner l'emballage durable. Il était passionné, éloquent et issu du genre de famille de la vieille fortune qui donnait à mon éducation, de classe moyenne, un air désuet. David avait cette façon de faire paraître ses rêves inévitables, comme si le succès l'attendait au coin de la rue, s'il avait seulement le bon système de soutien. Quand il m'a demandé de renoncer à ma carrière d'associé pour l'aider à bâtir son empire, cela m'a semblé romantique. Je me suis convaincue que j'investissais dans notre avenir commun. Ce que je n'avais pas réalisé, c'est que je m'engageais en réalité à financer l'incapacité d'un homme de 30 ans à couper le cordon ombilical. Patricia Richardson était la mère de David, mais elle aurait tout aussi bien pu être sa marionnettiste. Une femme de 62 ans qui n'avait jamais travaillé un seul jour de sa vie, mais qui se considérait d'une manière ou d'une autre comme une experte en tout, de la stratégie commerciale à la décoration d'intérieur. Elle avait ce talent pour créer des urgences qui nécessitaient une attention financière immédiate, toujours parfaitement synchronisée pour faire dérailler les progrès que David et moi faisions vers l'indépendance. Au début, je trouvais adorable sa dévotion envers sa famille. J'admirais même la façon dont il laissait tout tomber lorsque sa mère appelait avec sa dernière crise. Mais au fil des mois, puis des années, j'ai commencé à reconnaître le schéma. Chaque fois que nous approchions d'une étape importante, que ce soit économiser pour une maison ou que l'entreprise de David commence enfin à faire des bénéfices, Patricia débarquait avec un besoin urgent qui exigeait l'attention immédiate de David et, plus important encore, son argent. Cette femme avait un 6e sens pour le sabotage déguisé en amour maternel. Les signaux d'alarme ont commencé discrètement, c'est probablement pourquoi je les ai manqués au début. Environ 18 mois après le début de notre relation, Patricia a décidé qu'elle devait absolument faire une croisière en Méditerranée pour son 60e anniversaire. Pas n'importe quelle croisière, remarquez, mais un paquebot de luxe avec une suite à balcon privé qui coûtait 12 000 $. David n'avait pas ce genre d'argent, mais il ne supportait pas l'idée de décevoir sa mère. Il m'a donc demandé un prêt, promettant de me rembourser dans les 3 mois. J'étais encore dans la phase de lune de miel, alors j'ai transféré l'argent sans trop réfléchir. 3 mois ont passé. Quand j'ai gentiment abordé le sujet du remboursement, David a semblé sincèrement confus, comme s'il avait oublié que l'argent y était emprunté plutôt que donné. Cela aurait dû être mon premier indice, mais je me suis convaincue que ce n'était qu'un problème de communication. La véritable prise de conscience est venue 2 ans plus tard, lorsque David m'a appelé frénétiquement via au travail, disant que sa mère avait une urgence médicale et avait besoin d'une intervention chirurgicale immédiate. Il avait déjà vidé notre fonds d'urgence, la totalité des 4 000 $, pour couvrir la compte de l'hôpital. Je me suis précipitée à l'hôpital, terrifiée à l'idée qu'il soit arrivé quelque chose de grave à Patricia. Imaginez ma surprise lorsque j'ai découvert que son urgence vitale était une abdominoplastie combinée à un lifting mammaire.
Quand j'ai pris David à part et lui ai demandé pourquoi il avait menti sur la nature de l'opération, il a eu l'audace de me dire que je manquais de soutien et que l'estime de soi de sa mère était tout aussi importante que n'importe quelle maladie physique. Ce soir-là, j'ai commencé une feuille de calcul. Rien de dramatique, juste un simple document pour suivre chaque fois que l'argent passait de nos comptes aux divers besoins et désirs de Patricia. J'ai aussi commencé à conserver des copies des SMS et des emails, au début juste pour m'aider à me souvenir des conversations, mais progressivement, comme un moyen de documenter le schéma croissant de manipulation financière. J'ai maintenu mon rôle de petite amie, puis de fiancée, puis d'épouse compréhensive, mais intérieurement, je constituais un dossier. David n'a jamais remarqué mon attention accrue aux détails, car il était trop occupé à gérer la dernière crise de sa mère pour prêter attention à ma prise de conscience grandissante de ses véritables priorités. Patricia Richardson était une manipulatrice de génie déguisée en mère poule. Elle avait une façon d'infantiliser David qui me donnait la chair de poule. Elle l'appelait encore Davy. Elle lui coupait littéralement sa nourriture lors des dîners de famille, insistant sur le fait qu'il était trop occupé à penser à des choses importantes pour gérer des tâches aussi banales. Quand David essayait d'affirmer une quelconque indépendance, elle déployait son numéro de pauvre oiseau blessé, soupirant dramatiquement sur le fait que son petit bébé grandissait trop vite et n'avait plus besoin de sa mère. Cette femme avait 62 ans et avait réussi à convaincre son fils adulte que les tâches de base de la vie d'adulte étaient indignes de lui. En 8 ans de mariage, je ne pense pas que Patricia ait jamais utilisé mon vrai nom. J'étais toujours cette fille ou la petite amie de David. Quand elle se sentait particulièrement généreuse, je pouvais être promue au rang de la conseillère financière. Dite avec le même ton que la plupart des gens réservent pour parler de parasites intestinaux. Elle avait ce talent pour saper notre relation de manière qui semblait innocente en surface, mais qui était clairement calculée. Elle organisait des événements familiaux à des dates qu'elle savait importantes pour nous, puis jouait la blessée lorsque David devait choisir entre sa mère et sa femme. Elle offrait à David des cadeaux coûteux que nous ne pouvions pas nous permettre de rendre, puis faisait des commentaires passifs agressifs sur le fait que certaines personnes n'appréciaient pas les traditions familiales. Mais son vrai génie résidait dans la fabrication de crises financières qui coïncidaient parfaitement avec nos grandes décisions de vie. Lorsque nous économisions pour notre mariage, sa climatisation est soudainement tombée en panne et a dû être remplacée immédiatement. Lorsque l'entreprise de David a enfin commencé à faire des bénéfices, sa voiture a été mystérieusement déclarée épave dans un parking et elle devait absolument avoir une berline de luxe car la sécurité était primordiale à son âge. Le plus exaspérant était de voir David tomber dans le panneau à chaque fois. J'essayais de souligner les schémas, de suggérer que nous pourrions peut-être aider sa mère à mieux gérer son budget ou à trouver des solutions plus abordables, mais David me faisait taire immédiatement. Il m'accusait d'être jalouse de la place de sa mère dans sa vie ou suggérait que je ne comprenais pas la loyauté familiale parce que je venais d'un milieu différent. Chaque test que Patricia concevait, David l'échouait spectaculairement de mon point de vue, mais le réussissait avec brio du sien. Il vidait notre compte d'épargne, annulait nos projets de vacances ou reportait notre recherche de maison tout en étant convaincu d'être un bon fils. Patricia avait réussi à former son fils adulte à croire que choisir sa femme plutôt que sa mère était une trahison de la pire espèce. Il y a 6 mois, David a finalement accepté que nous étions prêts à commencer à chercher une maison. Après des années où les urgences financières de sa mère avaient fait dérailler nos objectifs d'épargne, il était soudainement motivé à prouver qu'il pouvait offrir un vrai foyer à sa femme. Je soupçonne que Patricia avait fait un commentaire sur la façon dont les hommes qui réussissent possédaient une propriété vers la mi-trentaine, car l'urgence de David semblait plus liée à son ego qu'à un véritable désir d'accession à la propriété. Mais je n'allais pas gâcher cette opportunité. À ce moment-là, j'avais passé des années à étudier le dysfonctionnement de David et Patricia comme une scientifique du comportement. Je savais exactement comment cette aventure de recherche de maison se terminerait, alors j'ai décidé de contrôler les variables. J'ai ouvert 3 comptes d'épargne distincts que David ne connaissait pas. Le premier était notre fonds officiel pour la maison, qu'il pouvait voir et auquel il pouvait accéder,
que j'ai délibérément maintenu à exactement 47 000 $. Ce n'était pas un nombre arbitraire. Par une observation attentive, j'avais calculé que 47 000 était juste assez d'argent pour déclencher les instincts compétitifs de Patricia, sans être une somme si importante que David hésiterait à la dépenser pour ses caprices. Le deuxième compte contenait notre véritable mise de fonds pour la maison, soigneusement gardée à mon seul nom. Le troisième était ce que j'appelais en privé mon fonds de liberté, de l'argent que j'avais systématiquement mis de côté pour le divorce que je savais inévitable. J'ai joué l'épouse excitée à la perfection, visitant des maisons à vendre chaque week-end et discutant des taux hypothécaires au dîner. David adorait jouer le rôle du pourvoyeur, parlant de superficie et de districts scolaires, comme si c'était lui qui avait calculé notre ratio dette-revenu et recherché les impôts fonciers. Je l'ai même laissé négocier avec les agents immobiliers, le regardant se gonfler de fierté masculine pendant que je faisais la véritable analyse financière dans ma tête. Pendant tout ce temps, j'attendais le prochain coup de Patricia. Je savais qu'elle ne supporterait pas l'idée que David dépense autant d'argent pour quelqu'un d'autre qu'elle. J'ai donc veillé à mentionner le solde de notre fonds pour la maison lors des dîners de famille, laissant nonchalamment tomber le chiffre dans les conversations sur nos projets d'avenir. J'observais attentivement le visage de Patricia lors de ces discussions, notant comment son sourire se crispait et ses compliments semblaient de plus en plus forcés. J'étais essentiellement en train de tendre un piège, en utilisant l'argent même de David comme appât. La belle ironie était que David pensait qu'il prenait enfin le contrôle de son avenir financier, alors qu'en réalité, il ne faisait que s'enfoncer plus profondément dans la toile de dépendance que sa mère avait passé 34 ans à tisser autour de lui. Pendant que David fantasmait sur les demandes et de prêts hypothécaires, je construisais méthodiquement ma stratégie de sortie. J'ai consulté 3 avocates spécialisées en divorces différentes avant de choisir Michelle Garrett, une femme brillante dans la cinquantaine, spécialisée dans les cas de manipulation financière et d'abus émotionnels. Lors de notre première consultation, j'ai présenté 6 ans de documentation, des feuilles de calcul retraçant les flux d'argent vers Patricia, des captures d'écran des promesses de David de prioriser notre mariage et des relevés bancaires montrant le schéma de sabotage financier. Michel a été impressionné par ma rigueur et m'a prévenu que la plupart des femmes dans des situations similaires avaient beaucoup moins de preuves pour étayer leurs dires. J'ai commencé à enregistrer les conversations avec David chaque fois que le sujet de sa mère était abordé. C'est parfaitement légal dans notre État tant qu'une des parties consent, et j'ai pensé que mon moi futur apprécierait d'avoir les promesses de David de sa propre voix. Les enregistrements étaient dévastateurs dans leur constance. David jurait ses grands dieux que la dernière crise de Patricia était absolument la dernière fois, qu'il comprenait ma frustration, et que notre mariage devait passer en premier dorénavant. Ces promesses sincères duraient généralement environ 6 semaines avant que la prochaine urgence ne survienne. Mais mon coup de maître fut la guerre psychologique que j'ai menée contre Patricia elle-même. Je savais qu'elle surveillait les finances de David de plus près que le fisc, alors je me suis assurée qu'elle sache exactement combien d'argent nous avions économisé pour notre maison. Pendant les dîners de famille, je mentionnais nonchalamment nos progrès, observant attentivement son visage tandis que je lâchais les chiffres. David a été si responsable dernièrement, disais-je avec une fierté qui sonnait authentique. Nous avons atteint 47 000 dans le fonds pour la maison. Il prouve vraiment qu'il peut construire un avenir pour nous. Je pouvais presque voir les rouages tourner dans la tête de Patricia. 47 000 $ que son fils prévoyait de dépenser pour quelqu'un d'autre, créant une vie qui ne tournait pas autour de ses besoins. Je savais qu'elle considérerait l'achat de notre maison comme la trahison ultime, la preuve que David choisissait sa femme plutôt que sa mère de la manière la plus concrète possible. J'ai donc attendu, documentant tout et construisant mon dossier juridique tout en jouant l'épouse compréhensive parfaite. J'ai même aidé David à rechercher des quartiers et à visiter des maisons avec un enthousiasme sincère, sachant que chaque pas que nous faisions vers l'indépendance poussait Patricia plus près de son point de rupture. Je menais essentiellement une expérience contrôlée avec mon propre mariage comme laboratoire, testant jusqu'où David irait pour éviter de décevoir sa mère. 3 mois avant que David ne m'envoie ses SMS fatidiques à propos de la cuisine de sa mère, j'étais assise dans le bureau de Michel à signer les premiers papiers du divorce. Le moment n'était pas une coïncidence. J'avais appris que dans notre État, il y a une période d'attente obligatoire
de 90 jours entre le dépôt de la demande et la finalisation, donc je devais entamer le processus juridique bien avant d'anticiper le prochain assaut financier majeur de Patricia. Michelle était devenue plus que ma simple avocate. Elle était ma partenaire stratégique dans cette séparation soigneusement orchestrée. Elle m'a aidé à comprendre exactement comment documenter nos actifs de manière à me protéger lors du partage éventuel. Nous avions passé des semaines à tout cataloguer, de notre compte courant joint aux prétendus actifs de l'entreprise de David, qui se sont avérés être principalement du matériel sans valeur et des factures impayées de clients qui n'avaient jamais eu l'intention de payer de toute façon. La partie la plus cruciale était d'établir un schéma clair de l'irresponsabilité financière de David. Michel a expliqué que les tribunaux sont favorables aux conjoints qui peuvent démontrer qu'ils étaient la partie responsable dans le mariage, surtout lorsque des enfants et la sécurité financière future sont en jeu. Nous avons compilé un dossier complet montrant comment j'avais été le principal soutien de famille pendant que David poursuivait ses fantasmes d'entrepreneur et finançait le style de vie de sa mère. Je me suis assurée de documenter chaque fois où David avait choisi les désirs de Patricia plutôt que nos besoins, chaque promesse non tenue de responsabilité financière, chaque fois où il avait rejeté mes préoccupations comme de la jalousie ou de l'égoïsme. Michel a été particulièrement impressionné par les enregistrements que j'avais faits des vœux répétés de David de changer ses priorités. La plupart des juges détestent voir un conjoint en manipuler financièrement un autre, a-t-elle expliqué. Le schéma de tromperie et de loyauté mal placé de votre mari jouera fortement en votre faveur. La belle ironie était que pendant que je me démêlais légalement de David, il pensait que notre mariage n'avait jamais été aussi solide. J'avais joué l'épouse compréhensive si convaincante qu'il croyait réellement que j'avais finalement accepté la place de sa mère dans nos vies. Il n'avait aucune idée que chaque dîner de famille auquel j'assistais, chaque sourire que je faisais à Patricia, chaque mot d'encouragement que j'offrais à propos de sa dernière entreprise n'était que moi gagnant du temps pour achever mes préparatifs juridiques. Michel m'a conseillé de maintenir le statu quo jusqu'à la fin de la période de 90 jours, pour s'assurer que David ne pourrait pas prétendre que j'avais été trompeuse ou manipulatrice. L'ironie ne nous a pas échappé à toutes les deux que j'étais accusée de manipulation potentielle tout en documentant secrètement un schéma de 8 ans de manipulation émotionnelle et financière réelle. L'appel est arrivé un jeudi soir pendant que David et moi dînions. J'étais en fait impressionnée par le timing de Patricia. Elle avait attendu que nous soyons détendus et que nous discutions de nos projets pour le week-end avant de lancer son dernier assaut. Le téléphone de David a vibré et j'ai vu son visage passer d'une légère contrariété à de l'inquiétude, puis à ce regard familier d'héroïsme déterminé que j'avais appris à reconnaître au fil des ans. « Maman, calme-toi », dit-il, mettant l'appel sur haut-parleur sans me demander si cela me dérangeait. La voix de Patricia a rempli notre salle à manger, tremblante de ce qui semblait être une véritable détresse, mais que j'ai reconnu comme sa meilleure performance à ce jour. Elle pleurait sur le fait qu'elle se sentait humiliée parce que les voisins venaient de terminer la rénovation de leur cuisine et que la sienne paraissait maintenant absolument archaïque en comparaison. Elle a continué en disant qu'elle ne supportait plus de recevoir les dames du club de lecture parce qu'elle avait honte de ses appareils électroménagers démodés et de ses comptoirs usés. Toute cette histoire larmoyante était livrée avec la combinaison parfaite de vulnérabilité et de fierté blessée qui manipulait David depuis son enfance. J'ai continué à manger mes pâtes, observant le visage de David comme si j'assistais à une fascinante expérience psychologique. J'ai pu voir le moment exact où l'inquiétude s'est transformée en action. Sa mâchoire s'est crispée de cette manière qui signifiait qu'il avait déjà décidé de régler le problème, sans se soucier du coût ou des conséquences. Patricia expliquait à travers ses larmes qu'elle avait obtenu des devis et qu'une rénovation complète de la cuisine coûterait environ 50 000 $, mais qu'elle ne pouvait tout simplement pas demander à son fils de sacrifier son avenir pour son confort. C'était de la psychologie inversée magistrale. David cherchait déjà son ordinateur portable avant même que Patricia ait terminé son discours. « Maman, ne t'inquiète pas pour ça, » dit-il, sur le ton d'un homme volant à la rescousse. « On va trouver une solution. Tu ne devrais pas avoir à te sentir gênée dans ta propre maison. » J'ai failli admirer le génie stratégique de Patricia.
Elle avait attendu que notre fonds pour la maison atteigne exactement le montant dont elle avait besoin, puis avait créé une urgence qui jouait parfaitement sur le complexe du sauveur de David, tout en la faisant paraître altruiste et prévenante. Cette femme comprenait la psychologie de son fils mieux que n'importe quel thérapeute. Je me suis excusée pour aller aux toilettes, où j'ai envoyé un SMS rapide à Michel. « Ça y est, urgence cuisine comme prévu. Je t'appelle demain. » Quand je suis revenue à table, David cherchait déjà des entrepreneurs en ligne. Son visage rayonnant de la satisfaction d'un homme qui croyait faire un noble sacrifice pour sa famille. Il n'avait aucune idée qu'il était sur le point de me donner la dernière preuve dont j'avais besoin pour détruire sa crédibilité à jamais. De retour dans le bureau de Michel, je fixais le SMS de David avec une sorte d'admiration pour sa prévisibilité. J'ai dépensé l'argent de la maison pour la cuisine de maman. Elle en avait plus besoin que nous d'une maison en ce moment. Tu comprendras un jour quand tu seras une vraie mère. La cruauté désinvolte de cette dernière phrase était particulièrement impressionnante, même pour David. Il avait réussi à insulter ma capacité d'empathie, à rejeter nos objectifs communs et à annoncer sa trahison financière, le tout en un message concis. « Eh bien, » dit Michel en faisant glisser les papiers de divorce finalisés sur son bureau, « je dois admettre que votre timing était parfait, 90 jours pile. » Elle s'occupait de mon cas depuis assez longtemps pour apprécier la justice poétique de l'arrivée du SMS de David exactement au moment où notre période d'attente légale expirait. J'ai tapé ma réponse lentement, savourant chaque lettre. « Je sais. » 2 mots qui allaient complètement bouleverser la compréhension que David avait de son propre mariage, bien qu'il ne s'en rendrait compte qu'en entrant dans notre appartement vide plus tard dans la soirée. Ce que David ne savait pas, c'est que j'avais systématiquement déménagé mes affaires de notre appartement au cours du dernier mois, pas tout en une fois, ce qui aurait pu éveiller ses soupçons, mais progressivement. Quelques cartons de livres par-ci, des vêtements de saison par-là, des documents personnels et des albums photos soigneusement transférés dans mon nouvel appartement de l'autre côté de la ville. L'endroit que David n'avait jamais vu et dont il ne connaissait même pas l'existence. J'avais signé le bail sous mon nom de jeune fille et payé la caution avec l'argent de mon fonds secret pour la liberté. C'était un magnifique 2 pièces dans un bâtiment historique reconverti, avec des parquets et d'immenses fenêtres orientées à l'est pour que je puisse regarder le lever du soleil chaque matin. Le symbolisme ne m'a pas échappé. Au moment où David a envoyé son petit SMS suffisant sur la compréhension de la maternité, je vivais déjà de manière indépendante dans un espace qui représentait tout ce que j'avais abandonné pour soutenir ses rêves. Mes vêtements étaient suspendus dans un placard qu'il n'avait jamais vu, ma cafetière se trouvait sur un comptoir contre lequel il ne s'était jamais appuyé, et mon double de clés était caché sous un pot de fleurs devant lequel il ne passerait jamais. « Alors, quel est le plan maintenant ?» demanda Michel, me regardant rassembler les documents juridiques qui mettraient officiellement fin à mon mariage. J'ai vérifié l'heure sur mon téléphone. David rentrerait du travail dans environ 2 heures, s'attendant à trouver sa femme contrariée et gérable, prête à être apaisée par des promesses de responsabilité future et de priorité familiale. Au lieu de cela, il allait entrer dans la réalité de ce que 8 ans à choisir sa mère plutôt que sa femme lui avait réellement coûté. David a franchi notre porte d'entrée à 6h15, comme il l'avait fait chaque jour de la semaine depuis 3 ans. Je l'ai entendu poser ses clés dans le bol en céramique près de l'entrée, la même routine qui m'avait autrefois semblé réconfortante et qui ressemblait maintenant à une relique de la vie de quelqu'un d'autre. Il a appelé mon nom, avec ce ton prudent et apologétique, qu'il utilisait quand il savait qu'il avait fait quelque chose de discutable mais qu'il croyait être finalement justifiable. « Sarah, chérie, je sais que tu es probablement contrariée par le message, mais laisse-moi t'expliquer pourquoi c'était la bonne décision. » Je suis restée assise à notre table de cuisine, entourée de piles bien rangées de papiers qui représentaient la fin de tout ce que nous avions construit ensemble. Quand David a tourné le coin pour entrer dans notre espace de vie, son discours préparé s'est éteint en pleine phrase. J'ai regardé ses yeux balayer la scène, l'étagère vide où se trouvaient mes romans, les photos manquantes sur notre table d'appoint, le mur nu où mon diplôme avait été accroché pendant 5 ans. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» a-t-il demandé, sa voix passant de l'excuse à la confusion. « Où sont toutes tes affaires ?» J'ai désigné la chaise en face de moi avec le même calme que j'utiliserais pour inviter un client à discuter de son portefeuille. « Assieds-toi, David. Nous devons parler. »
Mais il est resté debout, son regard se déplaçant frénétiquement dans notre maison partiellement démantelée. « Sarah, qu'est-ce que c'est? Tu essayes de prouver quelque chose à propos de l'argent, parce que je peux expliquer. » J'ai dit « Assieds-toi. » Cette fois, ma voix portait l'autorité que j'avais apprise au fil des années à gérer des clients difficiles, et David a finalement obtempéré, bien qu'il se soit perché sur le bord de la chaise comme s'il pourrait avoir besoin de fuir à tout moment. « Écoute, je sais que le moment semble mal choisi, » a-t-il commencé, retombant dans son schéma familier de justification. Mais maman était si bouleversée, et ce n'est pas comme si nous devions acheter une maison tout de suite. Nous sommes jeunes, nous avons le temps. « David, l'ai-je interrompu doucement, quand tu m'as envoyé ce message aujourd'hui, où pensais-tu que j'étais? » Il a cligné des yeux, clairement décontenancé par la question. « Je ne sais pas. Au travail. Pourquoi est-ce que ça a de l'importance? » J'étais assise dans le bureau de mon avocate spécialisée en divorce. Les mots ont atterri entre nous comme des pierres jetées dans une eau calme. Le visage de David espacé par une série d'expressions, la confusion laissant place à l'incrédulité, puis à quelque chose approchant la panique. « Ton quoi, Sarah, ce n'est pas drôle. »« Je ne plaisante pas. » J'ai pris la première pile de papiers et je les ai fait glisser sur la table vers David. Ce sont les papiers du divorce. Je les ai déposés il y a 3 mois et à partir d'aujourd'hui, ils sont finalisés. David a regardé les documents comme s'ils étaient écrits dans une langue étrangère, ses mains tremblant légèrement alors qu'il les prenait. « Il y a 3 mois, mais nous visitions des maisons il y a 3 mois. Nous planifions notre avenir. » « Non, David, tu planifiais notre avenir. Moi, je planifiais ma sortie. » Je suis passée à la 2e pile, un dossier épais maintenu par un élastique. Ceci est une analyse financière complète de tes décisions financières des 6 dernières années. Chaque dollar que tu as donné à ta mère, chaque promesse que tu as rompue, chaque fois que tu as choisi son confort plutôt que notre sécurité. Les yeux de David allaient et venaient entre les documents et mon visage, cherchant un signe que c'était une blague élaborée ou une tactique d'intimidation conçue pour lui faire promettre un meilleur comportement. « Sarah, tu es dramatique. Oui, j'aide ma mère financièrement, mais c'est ce que font les bons fils. Tu ne peux pas sérieusement divorcer de moi pour… » Le 3e dossier, ai-je continué, ignorant ses protestations, contient un journal détaillé des tactiques de manipulation de ta mère, les dates, les montants, le timing suspect de ses urgences et les enregistrements de chaque conversation où tu m'as promis que les choses changeraient. Cela a attiré son attention. « Des enregistrements? » Parfaitement légal dans notre État. Voudrais-tu écouter celui de Noël dernier où tu as juré que l'argent de la croisière était absolument la dernière fois, ou peut-être l'enregistrement de février où tu as promis que les urgences financières de ta mère n'interféreraient pas avec nos projets de maison? Le visage de David était devenu pâle et il feuilletait frénétiquement les papiers comme s'il pouvait y trouver une faille ou une erreur qui ferait disparaître tout cela. « C'est de la folie, Sarah. Tu m'as espionné? Enregistré nos conversations privées? Quelle sorte d'épouse fait ça? » Le genre d'épouse qui a passé 8 ans à regarder son mari choisir sa mère plutôt qu'elle, à plusieurs reprises. Le genre d'épouse qui a tout documenté parce qu'elle savait que ce jour viendrait. Je me suis penchée en arrière dans ma chaise, regardant David prendre la mesure de l'ampleur de ma préparation. Le genre d'épouse qui a réalisé que la seule façon de se protéger était de construire un dossier en béton contre l'homme en qui elle pensait pouvoir avoir confiance. Sa confiance s'effritait en temps réel, remplacée par la prise de conscience naissante que sa petite femme prévisible avait eu des mois d'avance sur lui. Les mains de David tremblaient encore alors qu'il parcourait les documents financiers. « Mais tu ne peux pas simplement prendre l'argent de notre maison, Sarah. Ce sont nos économies à tous les deux, notre avenir à tous les deux. » En fait, David, c'est là que tu te trompes. J'ai sorti mon téléphone et ouvert mon application bancaire, tournant l'écran vers lui. « Les 47 000 $ que tu as dépensés pour la cuisine de ta mère? » C'était un compte test, de l'argent que j'ai mis de côté spécifiquement pour voir si tu la choisirais, elle plutôt que notre avenir. Encore une fois. La couleur a complètement quitté le visage de David. « Que veux-tu dire, un compte test? »
Je veux dire que le vrai fonds pour la maison, les 68 000 réels que nous avons économisés, se trouve en toute sécurité sur un compte à mon seul nom, et ce, depuis 8 mois. Je l'ai regardé assimiler cette information, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson hors de l'eau. Tu vois, David, j'ai appris quelque chose de précieux en regardant ta mère te manipuler toutes ces années. Elle a toujours su exactement à combien d'argent tu avais accès et elle a toujours fabriqué des crises qui nécessitaient précisément ce montant. J'ai donc décidé de contrôler les variables moi-même. David parcourait frénétiquement son téléphone, vérifiant nos comptes joints. Mais notre compte courant montre exactement ce que je voulais qu'il montre. J'ai payé toutes nos vraies factures depuis mes comptes séparés ces 4 derniers mois. Le compte courant joint a juste assez d'argent pour couvrir tes habitudes de café et les urgences de ta mère. La réalité le frappait, maintenant, et je pouvais voir la panique remplacer la confusion. « Sarah, c'est de la fraude. Tu ne peux pas cacher de l'argent à ton mari. »« Je peux, et je l'ai fait. Chaque dollar de ces comptes protégés provenait de mes revenus, David. Mon salaire, mon travail de consultante indépendante dont tu n'as jamais pris la peine de me parler, ma gestion budgétaire rigoureuse, pendant que tu jetais de l'argent sur chaque histoire larmoyante que ta mère inventait. J'ai ouvert un autre dossier et étalé son contenu sur la table. Ce sont des copies de chaque facture que j'ai payée seule pendant que tu étais occupée à jouer le chevalier blanc financier de Patricia. Loyer, services publics, courses, assurance. J'ai des documents prouvant que depuis 6 mois, tu as contribué à hauteur de $0 à nos dépenses ménagères, tout en dépensant plus de 30 000 pour les divers besoins de ta mère. David a regardé les preuves de sa propre insignifiance financière, comprenant enfin que sa femme l'avait soutenu, lui et sa mère, pendant qu'il jouait au faux pourvoyeur de famille. Le son d'une clé tournant dans notre porte d'entrée nous a fait lever les yeux, David et moi. Bien sûr que Patricia avait une clé. Elle avait insisté pour en avoir une il y a des années pour les urgences, bien que les seules urgences qui semblaient nécessiter sa présence étaient celles où David avait besoin de soutien émotionnel après avoir déçu sa femme. « Davey » appela doucement la voix de Patricia. « J'ai apporté un peu de cette tisane à la lavande que tu aimes. Et je pensais qu'on pourrait parler du calendrier de la cuisine. » Elle s'arrêta en pleine phrase en entrant dans notre salon et en voyant la scène devant elle. David affalé sur sa chaise, entouré de documents juridiques et de dossiers financiers, ressemblant à un homme qui venait de découvrir que son monde entier était bâti sur des sables mouvants. Moi, assise calmement en face de lui, complètement maîtresse de moi-même et clairement en contrôle de la situation. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda Patricia, sa voix prenant ce ton tranchant qu'elle utilisait lorsque les choses ne se déroulaient pas selon son scénario. « Patricia, dis-je agréablement en me levant pour lui faire face correctement. Parfait timing. J'expliquais justement à David comment la rénovation de ta cuisine va être financée par de l'argent qui n'a jamais été réellement destiné à ton usage. » Les yeux de Patricia passèrent de David aux papiers éparpillés sur notre table. Elle était assez intelligente pour reconnaître une crise quand elle en voyait une, mais pas assez pour réaliser que cette crise particulière était entièrement de sa propre fabrication. « David, de quoi parle-t-elle? Tu as dit que tu t'occuperais de la situation financière. » « Il s'en est occupé. » L'ai-je interrompu en douceur. Il a dépensé 47 000 $ de ce qu'il pensait être notre fonds pour la maison, exactement comme tu lui as appris à le faire. Le seul problème, c'est que cet argent, il était un test, et il a échoué spectaculairement. Le visage de Patricia passa par plusieurs expressions avant de se figer dans une colère indignée. « Comment oses-tu manipuler mon fils comme ça, tendre des pièges et jouer à des jeux avec sa nature généreuse? Tu veux dire... Comme tu manipules sa nature généreuse depuis 34 ans, j'ai sorti le dossier épais contenant ma documentation de ces schémas. Voudrais-tu voir 8 ans de preuves montrant comment tu as systématiquement détruit chaque objectif financier que David et moi nous sommes jamais fixés, comment tu as synchronisé chaque crise pour qu'elle coïncide avec nos grandes décisions de vie, hein? Patricia se redressa de toute sa hauteur, se préparant clairement à déployer ses tactiques habituelles de maternité blessée et d'indignation vertueuse.
Mais pour la première fois dans sa relation avec David, elle faisait face à quelqu'un qui avait passé des années à étudier ses méthodes et à préparer des contre-mouvements pour chaque stratégie qu'elle pourrait employer. Pile au bon moment, on a frappé à notre porte. « Ce doit être Michel », dis-je nonchalamment, passant devant une Patricia stupéfaite pour laisser entrer mon avocate. Michel est entré, portant une mallette en cuir et arborant le genre de sourire confiant qui vient de la victoire de procès avant même qu'il ne commence. « Et bonsoir à tous », dit Michel, posant sa mallette sur notre table basse et l'ouvrant avec une efficacité bien rodée. « J'ai les derniers documents ici, ainsi que quelques documents supplémentaires qui devraient clarifier la situation juridique pour toutes les personnes concernées. » David a finalement retrouvé sa voix. « Situation juridique, Sarah, tu ne peux pas simplement divorcer de moi sans en discuter. On peut arranger ça, aller en thérapie, trouver un compromis. » « En fait, Monsieur Richardson, » l'interrompit Michel en douceur, « votre femme a documenté un schéma clair d'infidélité financière qui lui donne des motifs substantiels de divorce. Les tribunaux voient d'un très mauvais œil les conjoints qui privilégient de manière répétée des tiers par rapport à leurs obligations conjugales. » Elle a sorti un dossier épais et l'a ouvert sur la table. « Infidélité financière ?» s'est moquée Patricia. « C'est ridicule. David aidait sa famille. » « L'infidélité financière, » a poursuivi Michel, ignorant complètement Patricia, inclut le fait de cacher des dépenses, de mentir sur les priorités financières et de saper systématiquement la sécurité financière d'un conjoint. Sarah a 8 ans de documentation montrant des incidents répétés de ces 3 comportements. David parcourait frénétiquement les papiers que Michel avait apportés. « Mais je n'ai jamais rien caché à Sarah. Elle savait que j'aidais ma mère. » « Vous lui avez dit que l'argent de la croisière était un prêt, » a dit Michel calmement. « Vous avez menti sur le fait que la chirurgie esthétique de votre mère était une urgence médicale. Vous avez promis à plusieurs reprises de donner la priorité financière à votre mariage et vous avez systématiquement rompu ces promesses. C'est l'infidélité financière par excellence. » J'ai regardé le visage de David alors que la réalité juridique s'imposait à lui. « De plus, » a poursuivi Michel, puisque Sarah peut démontrer qu'elle a été le seul soutien financier de votre foyer pendant que vous financiez le style de vie de votre mère, le partage des biens reflètera cette disparité de contribution. Patricia a finalement pris la parole. Sa voix stridente de panique. « C'est de l'extorsion! Vous ne pouvez pas punir un homme d'être un bon fils! » Michel s'est tourné vers Patricia avec l'expression patiente qu'elle réservait probablement aux avocats adverses particulièrement difficiles. « Madame Richardson, votre fils est sur le point de découvrir que choisir le confort de sa mère plutôt que la sécurité de sa femme a des conséquences juridiques très réelles. Je vous suggère de commencer à chercher un financement alternatif pour la rénovation de votre cuisine. » Le désespoir de David était presque palpable alors que la réalité de sa situation commençait à s'imposer. « Sarah, s'il te plaît, on peut arranger ça. Je rembourserai chaque centime que j'ai dépensé pour la cuisine de maman. Je ferai un prêt, je vendrai du matériel de mon entreprise, tout ce qu'il faudra. » J'ai fouillé dans mon dossier de preuves et j'en ai sorti un email imprimé datant de 18 mois. « Tu as dit exactement la même chose après l'incident de la croisière. Tu as promis de rembourser les 12 000 $ en 6 mois. Tu n'as jamais remboursé un seul dollar. » « C'était différent, » a dit David frénétiquement. « J'étais plus jeune alors, plus naïf avec l'argent. J'ai appris... » « Vraiment ?» ai-je interrompu, sortant un autre document. « Parce que tu as aussi dit que tu avais appris ta leçon après la fausse urgence médicale. Tu m'as promis que tu ne mentirais plus jamais sur les besoins de ta mère. Puis tu as dépensé 4 000 $ pour sa chirurgie esthétique et tu m'as dit que c'était une question de vie ou de mort. » Les yeux de David parcouraient la pièce comme un animal piégé, cherchant une issue. « D'accord, j'ai fait des erreurs, mais je vais couper les ponts avec ma mère complètement. Plus d'aide financière, plus d'urgence, rien. Notre mariage est plus important. » Michel a fait un petit bruit qui aurait pu être un rire réprimé. J'ai sorti mon téléphone et j'ai fait défiler jusqu'à un enregistrement vocal. « Veux-tu que je joue l'enregistrement de février dernier où tu as fait exactement cette promesse, ou celui de Noël où tu as juré que la croisière était absolument la dernière fois que tu choisirais les désirs de ta mère plutôt que nos besoins? »
Patricia se tenait figée près de notre îlot de cuisine, réalisant apparemment que son fils en or avait déjà fait ses promesses et les avait rompues à plusieurs reprises. « J'irai en thérapie », a continué David, désespérément. « Thérapie de couple, thérapie individuelle, tout ce que tu veux. Je prouverai que je peux changer. » Je lui ai tendu une carte de visite qui était dans mon portefeuille depuis 8 mois. « Dr. Rebecca Martinez, je t'ai pris un rendez-vous en mars. Tu l'as annulé parce que ta mère avait besoin d'aide pour déplacer des meubles le même jour. J'ai reprogrammé 2 fois. Tu as annulé les 2 fois. » David a regardé la carte de visite usée, comme si c'était la preuve de son propre assassinat de caractère. « Sarah, tu me fais passer pour un monstre. Je t'aime. Je t'ai toujours aimé plus que quiconque. » « Alors pourquoi, ai-je demandé doucement, en 8 ans de mariage, ne m'as-tu jamais choisi plutôt que ta mère quand ça comptait vraiment? » Patricia était restée inhabituellement silencieuse pendant la négociation désespérée de David, mais je pouvais voir son sang-froid se fissurer alors qu'elle réalisait que son monde soigneusement construit s'effondrait. Finalement, elle a explosé. « C'est absolument ridicule !» a-t-elle hurlé, sa façade raffinée complètement abandonnée. « Sarah, tu es la femme la plus égoïste et la plus manipulatrice que j'ai jamais rencontrée. Tu as retourné mon fils contre sa propre famille, avec ta jalousie mesquine et ton comportement contrôlant. » J'ai discrètement lancé un enregistrement vocal sur mon téléphone, le tenant nonchalamment sur mes genoux pendant que Patricia poursuivait sa tirade. David a toujours été un garçon généreux et aimant, qui se soucie de sa famille, mais tu ne pouvais pas supporter qu'il ait des gens dans sa vie qui comptaient avant que tu n'arrives. Tu as systématiquement essayé de l'isoler des personnes qui l'aiment vraiment. L'ironie était si épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau. Voilà une femme qui avait passé 8 ans à manipuler les finances de son fils et à saboter son mariage, m'accusant d'être manipulatrice et contrôlante. « Tu lui as tendu des pièges, » a poursuivi Patricia, sa voix montant jusqu'à un ton presque hystérique. « Tu as délibérément créé des situations pour le faire paraître mauvais, enregistré des conversations privées comme une sorte d'espionne, et maintenant tu essaies de détruire sa vie parce qu'il a osé aider sa mère dans le besoin. » David regardait sa mère avec une horreur croissante, entendant peut-être enfin comment elle sonnait lorsque son masque tombait complètement. « Et toute cette urgence de la cuisine était fausse? » a-t-il demandé doucement. Patricia s'était retournée contre lui. « Ce n'était pas faux. Je suis vraiment gênée par ma cuisine démodée. Ce n'est pas parce qu'elle a monté un test élaboré que mes sentiments n'étaient pas sincères. » « Mais tu as parfaitement synchronisé le moment, » a dit David lentement, les pièces du puzzle s'assemblant. Juste au moment où nous avions assez d'argent économisé pour une maison. « C'est une coïncidence, » a sèchement répondu Patricia. « Tu ne peux pas t'attendre à ce que je mette ma vie en pause juste parce que vous deux faites de grands projets financiers. Un bon fils s'occupe des besoins de sa mère, peu importe le moment. » Michel s'est penché et a chuchoté. « Tu enregistres tout ça? » J'ai hoché la tête, regardant Patricia creuser sa propre tombe plus profondément à chaque mot. Elle se décrivait parfaitement tout en essayant de me faire passer pour la méchante, créant la preuve la plus accablante que j'aurais pu demander. « Tu l'as empoisonné contre moi ?» a conclu Patricia, pointant un doigt accusateur dans ma direction. « Et maintenant, tu essaies de voler tout ce pour quoi il a travaillé, parce que tu ne supportes pas de partager son amour avec quelqu'un d'autre. » Un autre coup à la porte interrompit le monologue de plus en plus incohérent de Patricia. « Ce doit être Emma, dis-je, passant devant les visages stupéfaits pour ouvrir la porte à ma sœur. Emma est entrée en trombe, portant 2 cartons de vin et arborant un sourire qui aurait pu alimenter tout notre immeuble. « Désolée d'être en retard, » a-t-elle annoncé joyeusement. La circulation était un enfer, mais j'ai apporté des renforts. Elle a brandi le vin comme des trophées avant de prendre la mesure de la scène. David affalé sur sa chaise, l'air d'avoir été heurté par un camion, Patricia le visage rouge et tremblante de rage, et Michel organisant des documents juridiques avec un calme professionnel. « Oh bien, » a dit Emma avec satisfaction. « Vous en êtes venus à la partie amusante. » David a regardé Emma puis moi avec une confusion croissante. Emma était au courant de ça? « Emma était au courant de ça il y a 6 mois, ai-je confirmé.
tout comme maman et papa, ma cousine Jessica, ma colocataire de fac Kate et environ la moitié des femmes de mon club de lecture. Il s'avère que lorsque vous dites aux gens que votre mari continue de choisir sa mère plutôt que sa femme, ils sont remarquablement favorables aux stratégies de sortie. Emma se dirigeait déjà vers notre chambre, manifestement familière avec le plan. « Je suis là pour le dernier tour de piste », a-t-elle lancé par-dessus son épaule. « Chaussures, bijoux et cette horrible robe de demoiselle d'honneur du mariage de la cousine Michel que tu as insisté pour garder pour des raisons sentimentales. Tu as planifié ça pendant 6 mois? A demandé David, sa voix à peine plus qu'un murmure. Tu m'as menti en face pendant 6 mois? Je me suis protégée pendant 6 mois, ai-je corrigé. Il y a une différence. Et je ne mentais pas, David. J'espérais que tu me prouverais le contraire. Chaque dîner de famille auquel j'ai assisté, chaque fois que j'ai souri à la dernière crise de ta mère, chaque fois que j'ai encouragé tes rêves d'entreprise, je te donnais des occasions de choisir notre mariage plutôt que sa manipulation. Emma est revenue avec une brassée de mes vêtements restants. De plus, a-t-elle ajouté utilement, nous étions toutes au courant du schéma de Patricia. Maman l'a deviné après l'incident de la croisière. Elle a dit que tout homme qui préférerait décevoir sa femme plutôt que sa mère n'était pas prêt à se marier. Patricia a eu un hoquet comme si elle avait été giflée. Comment osez-vous discuter de ma famille avec des étrangers? Ce ne sont pas des étrangers, ai-je dit calmement. C'est ma famille, les gens qui soutiennent réellement mon bonheur au lieu de le saper. Emma a levé l'une des bouteilles de vin. On les ouvre maintenant ou on attend d'être de retour dans ton magnifique nouvel appartement? David regardait Emma comme si elle venait d'annoncer que des extraterrestres avaient atterri. Ton nouvel appartement? Quel nouvel appartement? J'ai sorti de mon sac à main une petite pile de cartes de visite que j'ai fait glisser sur la table vers lui. Coleman Financial Consulting. Je reconstruis ma carrière depuis 1 an, David. Travail en freelance, clients indépendants. Le genre de poste menant au partenariat que j'ai abandonné pour soutenir tes rêves. David a pris une des cartes avec des mains tremblantes. Mais tu travaillais pour Morrison Financial. Tu as un travail. Je travaille pour moi-même maintenant. J'ai donné ma démission à Morrison il y a 4 mois. J'ai regardé son visage pendant que les implications s'installaient. Il s'avère que quand on ne passe pas chaque soirée à écouter le dernier projet d'entreprise de son mari ou à gérer les urgences financières de sa mère, on a beaucoup de temps pour reconstruire des relations professionnelles. Emma chargeait des boîtes près de la porte. Mais elle s'est arrêtée pour ajouter « Elle a gagné plus d'argent en 6 mois de travail en freelance que tu n'en as rapporté en 3 ans d'aventures entrepreneuriales. » Patricia a émis un son étranglé. « C'est impossible. » David subvient aux besoins de sa famille. Il a toujours été le soutien de famille. En fait, dis-je en ouvrant mon ordinateur portable et en tournant l'écran vers eux, voici ma liste de clients pour les 6 prochains mois. Je suis complète jusqu'en décembre, avec une liste d'attente pour janvier. Il s'avère que les conseillers financiers spécialisés dans l'aide aux femmes pour protéger leurs actifs pendant un divorce sont très demandés. David parcourait mon site web, son visage devenant plus pâle à chaque page. « Tu as monté toute une entreprise? Quand? Comment ai-je pu ne pas le savoir? » De la même manière que tu ne savais pas que je documentais ton irresponsabilité financière, ou que je déménageais mes affaires, ou que je demandais le divorce. J'ai refermé doucement l'ordinateur portable. Tu ne faisais pas attention, David. Tu étais trop occupé à gérer les émotions de ta mère pour remarquer ce que ta femme faisait réellement. Michel s'est raclé la gorge. Pour mémoire, l'indépendance financière de Sarah renforce considérablement sa position dans la procédure de divorce. Elle a démontré qu'elle n'a pas besoin de pension alimentaire, ce qui signifie que le tribunal se concentrera uniquement sur le partage des biens en fonction de la contribution au mariage. Et comme elle peut prouver qu'elle a été le principal contributeur financier pendant des mois, a ajouté Emma joyeusement, pendant que David jouait au distributeur automatique pour sa maman, ce partage va être très intéressant. David a regardé autour de la pièce comme s'il la voyait pour la première fois, comprenant enfin que sa femme supposément dépendante non seulement l'avait soutenue financièrement, mais avait construit une vie entièrement indépendante pendant qu'il la croyait en sécurité sous son contrôle.
David s'est soudainement levé, sa chaise raclant le sol avec assez de force pour que tout le monde dans la pièce se tourne vers lui. L'homme vaincu d'il y a quelques instants avait disparu, remplacé par quelqu'un qui tentait désespérément de reprendre le contrôle par la colère et l'intimidation. « Tu sais quoi, Sarah? »« Très bien. Tu veux jouer à des jeux? Je me battrai contre ce divorce à chaque étape. Je ferai traîner ça pendant des années. Je rendrai les choses si chères et si compliquées que tu regretteras d'avoir commencé ces bêtises. » Sa voix devenait plus forte, adoptant le ton agressif qu'il avait probablement appris de sa mère quand elle n'obtenait pas ce qu'elle voulait. Je contesterai chaque actif, je mettrai en doute chaque document, je plaiderai la détresse émotionnelle. Quand j'en aurai fini, tu auras dépensé plus en avocat que tu ne retireras jamais de notre mariage. Patricia hochait la tête en signe d'approbation, clairement ravie de voir son fils tenir enfin tête à sa terrible femme. « C'est ça, Davy. Ne la laisse pas t'intimider. Elle ne peut pas simplement détruire un mariage parce qu'elle est jalouse de ta mère. » J'ai pris mon téléphone et ouvert l'application d'enregistrement vocal, parcourant la longue liste de fichiers que j'avais accumulés au cours de l'année écoulée. « David, voudrais-tu entendre l'enregistrement d'il y a 3 semaines où tu as admis que tu n'as jamais été capable de dire non à ta mère? Ou peut-être celui du mois dernier où tu m'as dit que le bonheur de ta mère était plus important que notre sécurité financière parce que je pouvais toujours gagner plus d'argent? » Les fanfaronnades de David ont légèrement vacillé, mais il a continué. « Ces enregistrements sont illégaux. Tu ne peux pas les utiliser au tribunal. »« En fait, ils sont parfaitement légaux, » intervint calmement Michel. « État à consentement unique, tu te souviens, et ils seront très persuasifs pour un juge, surtout combinés avec les dossiers financiers. » J'ai sélectionné un autre enregistrement et j'ai laissé jouer les premières secondes. La propre voix de David a rempli la pièce. « Je sais que j'ai promis de mettre notre mariage en premier, mais maman pleurait, Sarah. Tu sais que je ne supporte pas quand elle pleure. Peut-être que tu ne comprends simplement pas la loyauté familiale parce que tes parents n'ont pas eu besoin de toi comme maman a besoin de moi. » Le visage de David s'est décomposé en entendant ses propres mots. « Et voici mon préféré, » ai-je poursuivi, jouant un autre extrait. « Écoute. Je choisirai toujours ma mère avant n'importe qui d'autre. C'est juste qui je suis. Si tu ne peux pas l'accepter, peut-être que tu n'es pas la bonne femme pour moi. » Le silence qui a suivi était assourdissant. Les menaces de David s'étaient complètement évaporées, remplacées par la terrible prise de conscience qu'il avait créé des preuves contre lui-même pendant des années, documentées de sa propre voix et avec ses propres mots. Je me suis levée de la table et j'ai lentement retiré mon alliance, la posant à côté des papiers de divorce, avec un léger cliquetis métallique qui a semblé résonner dans la pièce soudainement silencieuse. Puis j'ai sorti mes clés de maison et je les ai placées à côté de la bague. « David, tu peux garder l'appartement. Le bail est à nos 2 noms jusqu'à la fin de l'année. Mais comme tu auras besoin d'un endroit où vivre pendant que tu réfléchis à tes prochaines étapes, il est à toi. » David a regardé la bague et les clés comme si c'étaient des objets étrangers. « Sarah, tu ne peux pas simplement partir comme ça. Nous devons parler de la logistique, du partage de nos affaires, de… » « Michel s'occupera de toute la logistique, » l'ai-je interrompu doucement. « Quant à nos affaires, j'ai déjà pris tout ce qui comptait pour moi. Le reste n'est que des meubles et des appareils de cuisine. Tu peux les garder. » Je me suis tournée vers Patricia qui se tenait figée près de l'îlot de cuisine, réalisant apparemment que sa victoire s'était transformée en un désastre complet. « Patricia, félicitations. Tu as maintenant toute l'attention de ton fils. J'espère que tu es prête à ce que cela signifie réellement. » Emma tenait la porte ouverte, mes dernières boîtes déjà chargées dans sa voiture. « Le loyer de l'appartement est de 2 800 $ par mois, » ai-je poursuivi d'un ton de conversation. « Les revenus de l'entreprise de David sont en moyenne d'environ 800 $ par mois quand il a des clients. Je suis sûre que vous deux pouvez faire le calcul. » Le visage de David était devenu blanc, alors que la réalité financière le frappait. « Sarah, attends, je ne peux pas me permettre cet endroit sans tes revenus. Tu le sais. »« Oui, » ai-je convenu. « Je le sais. Je le sais depuis des années, mais ce n'est plus mon problème. » J'ai pris mon sac à main et je me suis dirigée vers la porte où Emma m'attendait avec un sourire qui aurait pu illuminer Times Square.
Derrière moi, je pouvais entendre la voix de David monter en panique. « Maman, tu dois m'aider avec le loyer. Je ne peux pas perdre l'appartement aussi. » La réponse de Patricia fut, comme on pouvait s'y attendre, cinglante. « T'aider avec le loyer? David, je viens de dépenser l'argent de ma cuisine pour te sauver de cette femme manipulatrice. Je ne peux pas financer toute ta vie. » Alors qu'Emma et moi nous dirigions vers l'ascenseur, le son de la dispute de David et Patricia résonnait dans le couloir. Après 8 ans passés au milieu de leur dynamique toxique, j'étais enfin libre de les écouter se détruire mutuellement sans me sentir obligée de réparer quoi que ce soit. 6 mois plus tard, j'étais assise sur le balcon de mon nouveau condo, regardant le lever du soleil peindre la ville de nuances d'or et de rose. Coleman Financial Consulting avait dépassé mes attentes les plus folles. J'avais maintenant 12 clients réguliers, une liste d'attente qui s'étendait jusqu'à la nouvelle année, et je venais d'embaucher ma première assistante. La femme qui avait un jour renoncé à devenir associée pour soutenir les rêves de quelqu'un d'autre était maintenant en train de bâtir son propre empire. Mon condo était tout ce que l'appartement avec David n'avait jamais été. Vraiment à moi. Chaque meuble choisi selon mes goûts, chaque photo au mur reflétant ma vie réelle, chaque pièce agencée exactement comme je le voulais. L'hypothèque était à mon seul nom, payée avec l'argent que j'avais gagné de manière indépendante, représentant une sécurité que personne ne pouvait m'enlever. La meilleure partie, cependant, c'était Marcus. Je l'avais rencontré lors d'un événement de réseautage il y a 3 mois, et il était tout ce que David n'avait jamais été. Sincèrement intéressé par ma carrière, fier de mon succès et complètement indépendant des drames de sa famille. Quand j'ai mentionné que j'étais une entrepreneure divorcée, sa réponse avait été « Cela a dû demander une force et une planification incroyables. Personne n'avait jamais décrit mes prises de décision comme une force auparavant. » Par Emma, j'avais eu des nouvelles de la situation de David et Patricia. Ils avaient emménagé ensemble après que David n'ait pas pu payer le loyer de l'appartement, et selon des amis communs, ils se rendaient mutuellement fous. Patricia se plaignait constamment du manque d'ambition de David, tandis que David en voulait à sa mère d'être financièrement dépendant d'elle. Ils avaient créé leur propre prison parfaite, et aucun des deux n'avait les outils pour s'en échapper. Mon téléphone a vibré avec une notification de message. Le nom de David est apparu à l'écran et j'ai pu voir les premiers mouches. Sarah, j'ai réfléchi à tout et je réalise. J'ai regardé le message pendant exactement 3 secondes, puis j'ai glissé vers la gauche et l'ai supprimé sans lire le reste. Il y a 6 mois, ce message m'aurait plongé dans une spirale émotionnelle, analysant chaque mot et me demandant si j'avais fait le bon choix. Maintenant, ce n'était que du bruit numérique d'une vie qui n'avait plus rien à voir avec la mienne. J'ai posé mon téléphone et j'ai pris une autre gorgée de mon café, regardant le soleil monter plus haut sur une ville pleine de possibilités qui m'appartenait entièrement.